demander encore de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Michel Gondry. Bonjour. Du coup, on vient de voir quelques-uns de vos courts-métrages, en tout cas le public en a vu. Il y en a quelques-uns qui ont été réalisés dans les années 80. J'ai toujours lu sur vous que vous étiez quelqu'un avec des passions multiples, les sciences, la batterie, vous étiez batteur dans un groupe, les oui-oui, vous faisiez beaucoup et vous faites encore beaucoup de dessins, une école d'art. Quel a été le déclic, la rencontre, le film vu qui vous a donné envie un jour de vous dire « Allez, maintenant je prends une caméra et je fais des films ». Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je n'avais pas du tout l'ambition ou l'idée de faire des longs métrages. Et un jour, on avait terminé, c'était mon 3e clip pour Björk. On l'avait tourné en film, on avait fait la post-production en film, on pouvait le projeter en film. Et on a loué un cinéma à Londres. Et en voyant l'image projetée en grand, avec les spectateurs qui étaient concentrés et là uniquement pour voir le clip, je me suis dit que ça vaudrait le coup d'essayer de faire un film. Après, ça m'a pris 7 ans quand même pour pouvoir faire mon premier film, et c'était vraiment à ce moment que ça s'est déclenché. Et pour les courts-métrages, du coup, qu'est-ce qui vous a lancé sur le court-métrage ? Depuis tout petit, je dessinais, je racontais des histoires avec mes dessins, et je faisais aussi des inventions. J'avais un peu l'ambition d'être soit peintre, soit inventeur, mais j'étais un peu moyen dans les deux. Et j'ai trouvé que finalement la caméra, ça réunissait la médiocrité des deux. Mais bon, pas que la médiocrité des deux. J'ai trouvé c'était vraiment l'intersection des deux ensembles. Et donc je me suis vu vraiment être réalisateur, plutôt par l'animation, parce que je venais du dessin, la fabrication des décors, les personnages et puis l'histoire. Oui, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ce qui a permis de concrétiser ça, c'est d'être dans un groupe et de commencer à faire des clips pour ce groupe. Je voudrais revenir du coup sur un des courts-métrages qui a été passé, qui est La Lettre, que vous avez fait en 98. Et justement, là, quand vous parlez de la caméra comme un objet, là, j'ai l'impression que ce petit garçon, ce jeune homme avec une tête d'appareil photo, celui-là m'a particulièrement touchée. J'ai l'impression qu'il y a déjà les prémices de vos longs métrages dedans. J'ai l'impression que c'est un peu le premier portrait fictionnel que vous faites de vous. Est-ce que c'est le cas ? Totalement. À cet âge-là, très jeune, vers 13 ans, 14 ans, j'avais un appareil photo qui marchait avec de la pellicule 35 mm. Je faisais des photos, je développais le négatif et je faisais les tirages dans ma cave. Je passais beaucoup de temps à faire ça, et je faisais pas des photos par rapport à l'aspect esthétique, mais par rapport à capturer la mémoire. C'était ça qui m'intéressait, et du coup, je vivais plus trop le présent. Et c'est pour ça qu'on voit ce petit garçon qui a sa tête est transformée en appareil photo, parce qu'il s'aperçoit qu'il ne vit pas le présent. C'était un peu mon cas, et suite un petit peu à cette déception amoureuse, je me suis dit qu'il fallait
peut-être changer ça. Et aussi, c'était ridicule parce que j'avais des dizaines de photos de cette fille dont j'étais amoureux, accrochée dans ma chambre. Et c'était tellement évident que j'étais amoureux d'elle et je m'en rendais même pas compte que c'était évident. Et après, j'ai regardé, c'est pour ça qu'on doit décrocher les images, les photos à la fin. C'est drôle, le motif de la lettre, c'est quelque chose qui revient aussi dans Microbe et Gasoil. C'est sur la même anecdote que vous avez basé ce... Oui, c'est exactement la même chose. Oui, c'est plus facile de parler de soi dans le sens où on connaît les détails ou les événements qui ont motivé les actions et on a l'assurance d'une réalité. Alors que quand on fait une histoire qu'on invente, on peut se tromper par rapport à des changements de caractère, des choses qui paraissent incohérentes. C'est plus difficile, enfin c'est un petit peu au-delà de mes capacités. Quand on pense format court Michel Gondry, on ne pense pas qu'au court-métrage, on pense aussi évidemment aux vidéoclips. Vous en avez fait beaucoup avec des artistes internationaux, vous l'avez dit, vous avez travaillé plusieurs fois avec Björk, avec les Chemical Brothers, avec I.Am, je ne vais pas tous les citer évidemment. Comment vous conceviez la différence entre faire des courts-métrages et faire des vidéoclips? C'était quoi votre conception de l'un par rapport à l'autre? Disons que le clip, on travaille en association avec un groupe, il y a un support et une construction qui est la chanson, les textes qui sont le sens, qu'on n'est pas forcément obligé de suivre. Donc il y a un support. Le court-métrage, on le porte sur ses épaules, puisqu'on raconte son histoire, et on n'est pas... on est plus tout nu, quoi. Et vous avez quand même déjà réussi au travers du clip à raconter des choses personnelles ou ça n'a jamais été le lieu pour le faire? Si, j'ai raconté des choses personnelles. Bon, il y a une anecdote par exemple avec le groupe Radiohead où j'avais rencontré Tom York et je lui avais dit, bon, de quoi tu veux parler dans ta chanson? Il m'a dit que je veux que tu t'exprimes par rapport à toi, ton expérience de la vie ou ton histoire. Moi, j'ai ressenti un petit peu ce sentiment quand j'ai été voir mon grand-père mourir à l'hôpital. Et moi, à l'époque, mon ami sortait de la leucémie et en bonne santé, heureusement. Mais ça a été une expérience très très dure, bon, évidemment pour elle, mais aussi un peu pour moi. Et j'ai voulu raconter cette expérience avec tous les médecins qui savent faire autour d'elle. C'est un plan séquence aussi. Quand le reste du groupe a vu ça, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait un clip qui raconte sa vie et nous on n'en a rien à faire. Cet idiot de Tom York, il avait oublié de prévenir ses amis du groupe que ce que je vais faire, alors que j'avais fait exactement ce que j'avais prévu, j'avais fait un storyboard. Je me souviens, j'avais une page au milieu, une page là, une page là, une page là, une page là, pour raconter toute l'histoire avec les mouvements de caméra, mais tout était au millimètre. Et du coup, ils ont annulé le clip, et c'était assez énervant. Puis moi, je pense qu'il a été très lâche, Tom York. Et à chaque fois que je le vois et que j'ai bu un peu, je lui ressors et ça l'énerve, et je parte. Et finalement, au début, ils nous ont interdit de le montrer, et puis finalement, ça s'est assoupli, ça s'est arrangé. Alors justement, c'est un clip où il y a un plan séquence. C'est vrai que c'est un motif, alors soit le plan séquence, soit l'illusion de continuité, qui est un motif qui revient beaucoup dans vos vidéoclips. Je pense notamment à Star Guitar des Chemical Brothers. Et c'est un motif que vous avez fait perdurer parce que même là, pour Love Letters de Métronomie, c'est encore quelque chose que vous avez fait. Et c'est un motif qui revient beaucoup plus souvent dans vos formats courts, dans vos clips, que dans le cinéma. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins. Une des raisons principales de ça, c'est que dans le cinéma, il y a toujours un problème de durée, de longueur, et c'est problématique quand on a fait un plan séquence, on ne peut pas le couper, ou si on coupe, on perd l'intérêt.
Donc c'est tout ce qui est raccord ou esthétique, je fais comme très attention à ça parce que je sais que tout peut être changé au montage parce qu'on n'a pas la perception du résultat. Quand on fabrique ou quand on écrit le film, on ne se rend pas compte, on ne peut pas savoir comment soit un spectateur ou le spectateur va percevoir le film, être pris par le film ou s'ennuyer. C'est vrai que quand on fait un film, le truc le plus important, c'est qu'on ne s'ennuie pas en le regardant. Et ça a l'air vraiment très primaire comme problème, mais c'est vraiment ça, c'est que très souvent on s'ennuie en regardant les films. Donc on doit lutter contre ça et les plans séquences peuvent devenir vraiment des obstacles. Bon, j'en ai quand même fait un très compliqué dans Eternal Sunshine. Personne n'y croyait à ce plan, comme très souvent. C'était en fin de première semaine, je crois. Jim Carrey voulait aller voir un match de baseball, il voulait partir, et pareil, il n'y croyait pas, et j'ai insisté, des choses que je sais assez bien faire. Et donc il y avait un mouvement où quand on le voit revenir dans le cabinet, enfin le petit laboratoire Lacuna, il parle au patron et au docteur, et il change d'avis, donc il veut arrêter la procédure. Et il y a deux Jim Carrey, alors je vais le faire comme ça. Il y avait le patron, et voilà, il y avait le patron, et on voit Jim Carrey arriver là, on panote, donc c'était Jim Carrey du présent, on panote pour voir la réaction du patron, et pendant ce temps-là, Jim, il avait derrière la caméra, il se changeait, et quand on arrivait là, il était... l'autre Jim habillé différemment, etc. Après, on repassait sur le patron, et pendant ce temps, il se rechangeait, et il était le premier Jim Carrey. Et à un moment donné, on continuait comme ça, et on voyait son associé qui passait par là. Tout était chorégraphié, mais on a dû quand même couper un morceau. Mais ce qui était quand même bien, c'est que quand on fait un plan séquence, au départ, les gens n'y croient pas. Et par exemple, on veut faire un plan de 5 minutes et il fait 12 minutes, donc on se dit ça ne marchera jamais, mais à chaque reprise, à chaque nouvelle prise, tout le monde s'ajuste, toute l'équipe s'ajuste les uns et les autres, progresse, ce qui fait qu'à la fin on obtient une sorte de chose impossible, une chorégraphie qu'on n'aurait jamais imaginé être possible. Sauf que moi je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà fait, mais les autres ne le croient pas. Et quand c'est réussi, il y a des applaudissements, et puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai acquis la confiance de l'équipe, parce qu'ils ne me connaissaient pas trop, ils étaient là plutôt pour le script que pour moi. Et après ces plans séquences, les gens ont été beaucoup plus engagés dans le film. J'ai l'impression que le plan séquence, généralement, ça donne, en tout cas chez vous, une notion de dynamisme et de rythme. Là où des fois on le voit en effet, ça peut être, désolé du mot, ça peut être chiant, un plan séquence trop long. Là je pense, vous parlez de celui d'Eternal Sunshine, moi je pense à celui de Soyez sympa rembobiné, où justement on voit le parcours de tous les films qui s'ajustent. Oui. Et donc j'ai l'impression que vous avez toujours repris ça du clip, une notion de rythmique parfaite sur le plan séquence. Oui, mais alors par exemple dans Soyez sympa rembobiné, on a dû couper dedans parce que c'était trop long au montage. Donc ça a un petit peu gâché. Il est super quand même. Vous avez parlé un peu d'Eternal Sunshine. Je voudrais vous poser une question par rapport donc à votre premier long métrage, Human Nature, qui a été donc écrit à 100% par Charlie Kaufman, qui après va être co-scénariste sur Eternal Sunshine. Vous avez des univers assez semblables sur pas mal d'aspects. Est-ce que c'est ça qui vous a mené à collaborer, ou comment s'est produite cette rencontre ? C'est à travers Spike Jonze. Il était en train de préparer Vinja Vakovic, et il m'a fait lire le script, et moi ça faisait 5 ans que j'essayais de trouver un film à tourner, ou 3 ans, je ne sais plus, et c'était effrayant, quoi. Le niveau de l'écriture des scripts était alarmant. J'étais arrivé à un point
au point de me dire que de toute façon les scripts étaient rasoirs et c'était au réalisateur de les transformer en quelque chose de bien. Et du coup, j'ai lu ce script et au lieu des 6 heures qu'il me faut habituellement pour, parce que surtout à l'époque j'étais encore pire en anglais, pour pouvoir lire le script en entier, je l'ai lu en même pas 1 heure ou une demi-heure et c'était extrêmement drôle, touchant et super intelligent et original bien sûr. Donc là, j'ai compris que c'était possible d'avoir un script qui était en soi une œuvre j'étais extrêmement jaloux que Spike ait trouvé un script bien et pas moi. Donc il m'a présenté à Charlie Kaufman, le scénariste, et on a commencé à parler. Et un peu plus tard, mon ami Pierre Bismuth, qui est artiste contemporain, m'a parlé de cette idée d'effacer les... En fait, il voulait faire une expérience en envoyant des cartes jaunes sur lesquelles il y avait écrit Sophie Glinglin vous a effacé de sa mémoire, merci de ne pas essayer de la contacter, et de voir comment les gens réagiraient. Et à partir de là, j'ai commencé à penser à une histoire, et on a commencé à développer une histoire avec Pierre, et j'ai recontacté Charlie Kaufman, il a lu le petit texte qu'on avait écrit, et il a dit ok, ça m'intéresse, et il a commencé à écrire. Bon, j'ai participé plus ou moins comme réalisateur. C'est vrai qu'à la différence de ça, le premier film qu'on avait ensemble, Humaine Nature, c'était un script qui existait et je n'avais pas touché. Là, j'étais beaucoup plus impliqué. Et voilà, il a fait un script qui était très noir. On l'a un petit peu adouci avec le producteur pour que la noirceur gâchait le sentiment d'une certaine manière. Parce qu'il a ce côté anti-Hollywood, Charlie Kaufman, qui fait que parfois il se censure par rapport au sentiment et au côté possiblement romantique. Et finalement, en évitant des clichés, il en recrée d'autres. Alors donc on a essayé de le détacher de cette anxiété. Et il y a un autre truc qui s'est passé, il y a même un taux qui est sorti pendant qu'il écrivait le script, et il a voulu arrêter parce qu'il pensait que c'était trop près, et on a dû ramer avec le producteur pour le convaincre de continuer à l'écrire. Pour passer de l'écriture à la réalisation, c'est vrai qu'on associe souvent votre style à l'onirisme, au fait main, mais en tout cas un cinéma qui flirte beaucoup avec le fantastique. Cependant, il y a 2 films dont je voudrais vous parler qui sont The Wee and the Eye et Microbe et Gasoil. Donc The Wee and the Eye que vous avez tourné aux États-Unis et Microbe et Gasoil en France. Et pour ces 2-là, vous avez adopté un style de mise en scène et même des techniques qui sont beaucoup plus proches du documentaire. Et je voulais vous entendre parler là-dessus. Disons que, pour parler des rêves, Microbe et Gasoil, c'est un bon exemple de comment j'ai utilisé les rêves. C'est vrai que quand on prend un bout d'histoire d'un rêve, il y a une sorte d'authenticité parce qu'on a un enchaînement d'événements qu'on n'est pas censé, qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'on n'est pas censé expliquer parce qu'on l'a vécu d'une certaine manière, donc il a une légitimité. Ce qui s'est passé, c'est que pour Microbe et Gasoil, j'avais ces souvenirs de encore cette même période de mes 13-14 ans. Et j'ai commencé à écrire sur les cartes, comme David Lynch il explique sur un petit clip qui est génial, il explique qu'il faut écrire 70 cartes dans le film. Bon, j'ai commencé à écrire scène par scène la première partie du film, la première moitié, et à chaque fois que j'écrivais une carte, la nuit, je faisais un rêve que j'écrivais aussi, et entre la deuxième et la troisième, je faisais un autre rêve, entre la troisième et la quatrième, je faisais un autre rêve, et tous ces rêves que j'ai faits, je les ai mis plus ou moins en fin de film, et donc c'est comme ça que le film s'est construit. Au départ, c'est que des vrais souvenirs, et la deuxième partie, c'est mon sentiment rêvé en me replongeant dans les souvenirs qu'on a vus avant. Donc je pense que c'est une bonne utilisation de mes rêves. Maintenant, par rapport à l'esthétique, pour Microbe et Gasoil, je venais de finir
l'écume des jours, on avait beaucoup de caméras, beaucoup de décors, et c'était assez contraignant. J'ai eu envie de vraiment me baser uniquement sur les personnages et de faire un tournage beaucoup plus léger avec une seule caméra. Voilà, j'ai pas réfléchi plus que ça à l'esthétique. À part que bon, dans la voiture, on a des positions de caméra qui étaient très difficiles à trouver, donc ça a créé une esthétique en soi. Mais sinon, c'était toujours comment raconter l'histoire, comprendre l'histoire et penser au montage quand on tourne. J'ai pas réfléchi à une esthétique spéciale. Pour The Way in the Eye, c'est vrai qu'il y a un caractère, un côté un peu plus documentaire. On s'est installé au Bronx parce qu'il y avait cette école, cet organisme préscolaire, donc il faisait plein d'activités, dont une grande pièce qui faisait le théâtre, un atelier de théâtre. On s'est placé là en disant à tous ceux qui voulaient participer au film, et on a commencé à leur poser des questions pendant un an et demi. Toutes les semaines ou les 15 jours, on revenait, on les faisait parler, on écrivait ce qu'ils nous disaient, on les filmait. Et j'avais une trame que j'avais dans ma tête depuis 15 ans, où j'avais fait un voyage dans le 80, le bus 80, en partant vers Convention, et puis en allant plus vers le centre, et on était comme ce qui se passe quand on est dans le métro ou dans le bus et qu'il y a un groupe énorme qui arrive et on dit on ne va même pas pouvoir lire son livre. Donc il y a une bande d'écoliers qui sont arrivés tous ensemble et qui ont envahi le bus. Au départ, les discussions étaient assez superficielles, il y avait du chambrage, c'était pénible. Et au fil des arrêts, il y avait de plus en plus de gens qui quittaient le bus. Le niveau de conversation s'est élevé, s'est approfondi, et finalement il ne restait plus que deux à la fin, et il y avait une vraie discussion. Donc ça, c'est devenu ma trame. Et en fonction des personnages, des acteurs qu'on a trouvés, enfin des jeunes qui n'étaient pas des acteurs, on les a placés dans les rôles de cette grille. Et l'idée, c'était qu'on ne refusait personne, mais on choisissait la position des gens dans l'histoire et dans le bus en fonction de leur qualité. Et puis on avait qui avaient envie de descendre tout de suite, donc on leur donnait un petit rôle, et tout le monde était content. Et encore une fois, l'esthétique, on est dans un endroit exigu dans le bus, il n'y a pas 36 choix, on est obligé de mettre la caméra où c'est possible. Il faut vraiment s'adapter, c'est ce qui donne le côté documentaire où on ne met pas en scène les gens. Des documentaires, vous en avez réalisé 3, Death Chapel Block Party, L'épine dans le cœur et une conversation animée avec Noam Chomsky. J'aimerais vous entendre sur une question que vous avez posée à Noam Chomsky. Je prends ma citation exacte. Vous lui avez dit « Je voudrais connaître votre avis sur le mécanisme de l'inspiration ». Ah oui. Du coup, je vous demande... Du coup, il a sorti... ça, c'est bien lui. Il a été un peu provocateur. Il a expliqué qu'il y avait des charpentiers qui étaient venus réparer son toit et ils étaient bloqués. Et il leur manquait un truc et ils sont allés sous un arbre. Ils ont réfléchi, enfin ils ont passé un peu de temps. Il disait, alors il a dit, ils ont peut-être fait une sieste ou alors ils ont peut-être fumé un joint. Ils sont revenus et ils avaient l'idée. Donc j'ai rajouté quand même un petit paragraphe, une petite virgule après le montage, pour dire que personnellement j'avais une expérience horrible avec le joint, donc je ne voulais pas cautionner, mais que c'était son avis à lui. Une autre manière d'avoir des idées, il disait que un élève lui posait une question, il ne trouvait pas la réponse, et peut-être pendant qu'il dormait, il faisait un rêve et il avait la réponse en se réveillant. Et par rapport à 2 personnages que vous avez écrits, Stéphane Mirou, qui est interprété par Gaël Garcia Bernal dans La science des rêves, et Marc Baker, donc Pierre Minet dans Le livre des solutions. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut être dépassé par son propre mécanisme d'inspiration ? Oui, en profusionnant, si je peux utiliser ce mot,
que j'invente. C'est-à-dire qu'on a trop d'idées et on peut perdre un peu le fil de ce qui est plus important. Et on se retrouve au montage à devoir enlever plein de choses et on regrette de les avoir tournées. Donc je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais c'est une réponse concrète qui est assez précise, mais il y en a probablement d'autres où, si je réfléchis à être dépassé par son imagination, oui, c'est-à-dire qu'on peut s'éparpiller. Et on est attaché à des choses qui ont une certaine valeur pour nous, mais qui n'en ont pas forcément pour l'histoire. Et ça, c'est un danger, il faut faire toujours attention à ça. Et vous, comment se manifeste votre mécanisme d'imagination? Comment vous arrivez de l'idée? Ça passe toujours par le dessin ou est-ce que... Non, c'est pas par rapport au dessin. Il y a un moment dans l'écriture où les personnages commencent à parler tout seuls. C'est un petit peu comme ça arrive à tout le monde. Vous êtes disputé avec un ami et vous continuez la conversation dans votre tête pendant des heures et des heures et vous imaginez les réponses de votre ami et ce que vous allez dire. Donc, quand on écrit un scénario, c'est un petit peu comme ça. Il y a un personnage plutôt qui vous représente et l'autre personnage répond et il commence à parler et c'est là où ça devient vraiment vivant. C'est vraiment un plaisir à ce moment-là, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire durer une discussion de 10 fois trop long, 10 fois trop longtemps, et il faut quand même toujours repenser à l'histoire. Justement, en comparant Stéphane Mirou, donc Gaël Garcia Bernal, et Marc Becker, donc Pierre Ninet, je compare un peu malgré tout La Science des rêves et Le Livre des solutions. Est-ce qu'on peut voir les deux films comme un diptyque, comme deux autofictions Diptyque Diptyque. Je connaissais triptyque. Bah, c'est pareil, on pourrait dire un duo, quoi. Mais d'accord, diptyque, j'utiliserai une autre fois, je verrai si ça passe. Non, normalement ça passe. Oh, d'accord. Mais donc, est-ce que vous avez pensé, malgré tout, les deux films qui peuvent se répondre comme deux pans autobiographiques fictionnels de vous? J'ai pas pensé comme ça, mais je pense que c'est assez vrai. Mais on peut inclure aussi Microbes et Gasoil, qui disent des choses très personnelles, peut-être plus tôt dans mon existence. Mais il y a vraiment des choses que j'oserais même pas dire comme ça dans une conversation et que j'ai laissé passer dans l'histoire. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile de piocher dans son expérience pour raconter des histoires. La science des rêves, c'était vraiment intense. Le plus dur, c'est que la personne qui est jouée par Charlotte Gainsbourg a participé au tournage, elle a fabriqué les objets, les animaux qu'on voit, et c'était très dur pour moi. J'étais un peu maso de faire ça, je crois. Mais à un moment donné, on a envie de faire un film et on est prêt à souffrir pour pouvoir produire un film. C'est quand même assez exceptionnel de réussir à faire un film. Et en ce qui concerne... Ben, c'était vraiment une crise sentimentale qui est décrite dans La Science des rêves. Et ben, c'est un autre type de crise qui est décrite dans Le Livre des solutions, qui est moins sentimentale, mais aussi intense. Du coup, comment on dirige des acteurs pour être des versions fictionnelles de soi? Ou d'autres personnages, hein, parce que c'est vrai que dans Le Livre des solutions, Françoise Lebrun joue clairement votre tante, qu'on a vu dans L'épine dans le cœur. Comment on arrive à insuffler... Alors, par rapport à Françoise Lebrun, j'avais interviewé des actrices du même âge qui ressemblaient beaucoup plus à ma tante, mais elles n'avaient pas la profondeur. Et de toute manière, je me suis dit quelle est l'importance de trouver une ressemblance physique, surtout qu'on ne sait pas quelqu'un de connu en plus de ça. Ce qui compte, c'est que quand elle parle à Marc, on sente qu'elle parle avec son amour, avec son cœur. Et Françoise Lebrun,
moins jolie que ma tante, je trouve. Au départ, la beauté de cette femme est dans les yeux, et au fur et à mesure qu'elle parle, la beauté se propage sur le reste du corps. Et à la fin, elle est magnifique, à la fin d'une conversation. Et donc, elle m'a convaincu, et c'est marrant parce que quand je tournais avec elle, j'avais l'impression qu'elle était trop calme, trop douce, et quand j'ai monté les prises ensemble, ça, à chaque fois, elle tapait dans le centre du sentiment quand elle prononçait sa phrase. Et quand on a mis les phrases ensemble, c'est devenu très très fort. Et voilà, elle fait exister Marc par son regard. Et justement, en ce qui concerne toutes les femmes qui l'entourent, que ce soit Francky, Blanche ou Denise, je leur ai dit que malgré l'antipathie de Pierre, parce que je n'avais pas envie de le rendre sympa et d'adoucir son personnage, je voulais vraiment le montrer tel qu'il était, avec son côté insupportable. Et j'ai dit aux filles, aux femmes, de le regarder avec tendresse, de lui pardonner au fur et à mesure ce que lui leur infligeait, parce que c'était le seul moyen de le rendre aimable dans le sens qu'on puisse l'aimer. Et j'avais quand même envie que le spectateur l'aime. Donc c'était aux filles d'avoir la responsabilité de montrer ce regard aimant ou tendre. Et on refaisait beaucoup de prises parce que d'instinct, il était énervant. Et d'instinct, elle répondait par leur énervement. Et j'en disais, fais une prise comme si vraiment tu l'aimais et qu'il n'était pas aussi odieux que tu penses qu'il est. Et ça marchait. Mais ça s'est vraiment fabriqué. C'est pas arrivé tout seul. Et donc, du coup, pour vos alter ego, comment vous les dirigiez? Et en fait, pour mon alter ego, le texte était assez précis. Je l'ai dirigé parfois pour, à un moment donné, quand on ne trouve pas les clés et qu'il s'énerve, je lui ai expliqué que devant Denis, je ne pouvais pas. J'avais un respect que je m'imposais et je ne pouvais pas hurler alors que je hurlais devant les autres personnages. Donc ça, c'était une direction que je donnais. Mais lui, il m'a observé tout en travaillant. Il m'a observé et je voyais bien, quand des fois il faisait des petites choses qui n'étaient pas dans le script, qu'il s'était inspiré de moi sans me le dire. Donc à la limite, c'est presque lui qui m'a dirigé pour son personnage. Et puis c'était un échange comme avec Gaël. Il y avait un moment donné avec Gaël où il a ce côté, bon, il est mexicain, il a ce côté du sud où il est un peu coq avec les femmes, il est plus matador. Et il y avait une engueulade avec Charlotte et il la regardait droit dans les yeux. Et moi, je voulais qu'il ne la regarde pas parce que il voulait se concentrer sur ce qu'il voulait dire et il ne voulait pas se faire influencer, parce que ça m'arrive d'avoir des conversations. Bon, je m'engueulais avec ma copine il y a quelques années et elle me dit au moins regarde-moi dans les yeux. Et moi je lui ai répondu, t'as pas à me dire où je dois regarder, je te dis ce que je pense et je ne veux pas me faire influencer par ton attitude si je veux te dire ce que je pense. Donc pour diriger Gaël, je lui ai demandé de regarder ses chaussures. Des fois, c'est des petits trucs, hein, parce que si je lui dis « sois plus humble », il ne va pas forcément me donner ce que j'ai besoin, enfin, ce dont j'ai besoin. Et là, je lui dis « regarde tes pieds », et puis ça marchait à 100%. Ou une fois, dans une autre scène, bon, là on dérive un peu, mais je vous explique un peu comment j'ai une façon un peu bizarre de diriger les acteurs. Et il avait une scène où il montrait un peu trop du doigt. Ça n'allait pas. Et je lui ai dit est-ce que tu peux mettre ta main dans ta poche? Et il a compris. À la fin de la scène, il est venu me voir et il m'a dit je te remercie pour ce que tu m'as dit. Il a compris directement quel était le problème quand je lui ai demandé de mettre la main dans sa poche. Et voilà, je pense que j'ai une amie qui est chef d'orchestre, qui est mexicaine et qui est fantastique, qui s'appelle Alondra. Et je l'ai vue en train de répéter avec tout son orchestre. Et quand il y avait une fausse note, elle savait exactement qui avait raté.
Mais au lieu de dire, bon, Marc, t'as fait une fausse note, et bien il y a quelque chose qui ne va pas par là. Et lui, tout de suite, il savait que c'était lui, et donc il n'avait pas cette sensation de gêne ou d'humiliation, et il se corrigeait de manière encore plus efficace. Et je pense avec les acteurs, bon, ça dépend des acteurs, avec Jim Carrey, je peux être très direct, il se vexe jamais. Je lui dis en direct, t'es un tueur dans cette scène, et il comprend tout de suite ce que je veux dire. Et il y a d'autres acteurs, il faut passer par des petits chemins tout tordus, et au bout du compte, ils comprennent, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils projettent. Et ils pensent que c'est l'acteur studio et qu'il faut ressentir. Et bon, moi, je pense que ça ne marche pas comme ça. Du coup, le livre des solutions sort le 13 septembre. Vous êtes un réalisateur très prolifique, vous l'avez toujours été. Et là, on a commencé à entendre un petit peu des projets. Je voudrais vous poser du coup une question sur ce qui arrive par la suite, notamment une comédie musicale, film d'animation. Oui, une comédie musicale avec collaboration avec Pharrell Williams. Très libre, avec beaucoup... Donc, ils sont venus me chercher pour que vraiment je m'éclate. Je crois que c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, j'ai proposé des trucs assez insensés dans les parties dansées et chantées. Donc, j'ai vraiment l'impression que même si c'est un peu basé sur une partie de la vie de Pharrell, ça sera aussi mon film. Je travaille sur un film basé sur plein de dessins animés que j'ai fait pour ma fille. Donc ce sera 2 films en collaboration avec Joker qui nous sort Livre des solutions. Donc on s'est pris la tête pendant 5 minutes avec Joker. Je crois que c'est intéressant d'en parler parce que la conclusion est très positive. Mais Manuel, il m'a sauté dessus à la première projection sur un plan et je lui ai dit, si tu me parles aussi durement, je vais faire un mur devant moi et je ne vais pas entendre ce que tu attends de moi. Et ça a décoincé la situation et après ça s'est arrangé. Et il y avait une femme à côté de lui qui a trouvé une solution et tout de suite ça l'a débloqué. Le truc s'est débloqué, mais c'était super mal parti. C'est important ces choses-là, ça fait partie du métier de réalisateur. C'est un conseil que j'ai trouvé et que je voudrais partager. Il y a, par exemple, j'avais une très bonne amie qui était devenue anti-vax, bon, peu importe, chacun a son opinion, mais quand on discutait, elle me bombardait parce qu'elle passait sa vie sur Internet, elle avait des arguments sur tout le monde, elle avait une énergie incroyable, et moi j'avais du mal à suivre. Et au lieu de contrer ces arguments, je lui ai simplement dit écoute, tu es passionné par ton sujet, tu as un enthousiasme qui me déborde et j'arrive pas à discuter dans ces conditions. Donc, et voilà, je me suis arrêté là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été prise par surprise, parce qu'elle s'attendait à ce que je contre ses arguments, alors que j'ai contré la manière de s'exprimer. Et ça, elle s'est arrêtée de parler. Et si elle avait continué à parler, si tu veux, elle s'est arrêtée de parler parce qu'elle ne savait pas comment continuer la conversation en étant plus calme. Et du coup, voilà, ça m'a libéré parce que j'avais envie d'être copain avec elle, mais j'avais pas envie de parler du vaccin pendant une plombe. Voilà, j'étais pas d'accord avec elle et j'avais pas envie de. Il aurait fallu que je fasse semblant d'être d'accord puis j'aime pas en anglais on dit agree to disagree. J'aime pas ça non plus. C'est une rupture. Bon voilà, ça n'a rien à voir avec la question. Mais je recommande cette méthode quand vous vous trouvez dans une engueulade. Mon fils aussi, il me dit, je dis, j'aime bien les Pink Floyd. C'est pas un bon exemple parce qu'il aime les Pink Floyd aussi. Bon, j'aime bien Daft Punk. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est de la merde. Et comment tu peux aimer ça? Mais c'est vraiment, ils se sont vendus, c'est dégueulasse ce qu'ils font.
Et je dis, Paul, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que si tu disais avec plus de nuances, ça me toucherait plus. Alors que là, je suis face à un bombardement d'arguments et je ne peux pas suivre. Et il a compris ce qu'il le fait moi. C'est un bon conseil pour les personnes qui vont vous poser des questions maintenant, de le dire avec douceur et gentillesse. Donc du coup, là c'est le moment des questions du public. Si ça va à tout le monde. Bonjour, je suis sur votre gauche, je crois. Bonsoir Michel, merci d'être venu. Ça, je pense que tout le monde est très content de vous voir et d'écouter ce que vous avez à dire. Je voulais vous demander quel était votre rapport à l'écriture quand vous avez l'idée d'un film. Est-ce que c'est tout d'abord des images qui vous viennent ou une certaine idée de mise en scène, ou est-ce que la première impulsion vient de votre rapport au scénario et de votre rapport à l'écriture d'abord? Mon premier contact, c'est une idée d'histoire. Et après, en deuxième, c'est les répercussions. Ce que ça va impliquer comme personnage, pour que l'histoire existe. Et ensuite, comment l'aventure va affecter les personnages. Parfois, j'ai des images, mais c'est un bout de rêve. Parfois, je me réveille le matin et j'ai fait un rêve tellement intense que pendant 5 minutes, je me dis que voilà, j'ai touché le centre du cinéma et que si j'arrive à l'atteindre dans mon film, je ferai le film absolu. Et au bout de 3 minutes, ça s'évapore complètement. Mais c'est un sentiment que j'ai ressenti dans cette période des solutions, où j'avais l'impression que je touchais au centre des choses et que plus rien ne serait comme avant, après. Complètement faux, quoi. C'est complètement mégalo. Mais donc, pour revenir à l'histoire, c'est vrai, il y a des choses comme ça où on a l'impression d'atteindre le cœur, et puis après, on va développer autour. Mais venant du clip, je me suis toujours protégé d'être trop influencé par l'image, de l'esthétique. Merci beaucoup. Bonjour. Ma question c'est, on sent une certaine liberté créative dans vos effets, notamment dans les courts-métrages. On suit cette liberté dans les longs-métrages. J'imagine que ce n'est pas les mêmes budgets, que ce n'est pas les mêmes conditions. Et je voulais savoir comment vous faites pour garder cette imagination qui se transmet à l'écran. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile, complètement différent avec les contraintes d'un budget, d'Hollywood, tout ça? Voilà. En fait, le budget, on pense toujours que c'est une contrainte, mais c'est une contrainte quand il est grand, en fait. Plus le budget est grand, plus... Enfin, bon, c'est sûr que si on donne 300 millions de dollars, je serais content de faire un film, et j'en ai fait avec beaucoup d'argent, mais quand le budget est plus petit, il faut trouver des solutions. Et parfois, ces solutions, elles sont créatives, et elles peuvent apporter au film. Quand j'ai fait Eternal Sunshine, j'avais fait des transitions entre les mémoires qui étaient très sophistiquées, très spectaculaires et très coûteuses. 15 jours avant le tournage, le producteur m'appelle et me dit il faut que tu repenses tous tes plans, toutes tes transitions, parce qu'on peut pas, on n'a pas assez de budget. Et le scénariste, Charlie Kaufman, m'a dit peut-être que finalement c'est un bien pour un mal. Tu essayes de trouver des choses beaucoup plus simples, des trucages tout simples comme tu sais faire avec la caméra. Et c'est ce que j'ai fait, et je pense que ça a apporté au film. Donc, j'ai un peu déraillé de, 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 de,
On rigole toujours de la perte de mémoire, mais c'est dramatique. L'évolution de la créativité en Oui. fonction... C'est vrai, quand la machine est lourde, c'est comme un train, il faut... Bon, je ne veux pas citer Truffaut parce que j'aime pas trop. J'ai raté ma citation. Du grand salade. Quand c'est lourd, c'est dans un bulldozer. Non, ça regarde un bulldozer, c'est une mauvaise image que ça déblaye. C'est plus dur à manœuvrer. Il faut vendre ses idées à un tel point qu'avant d'avoir convaincu la personne qu'on essaie de convaincre, on perd sa propre conviction. Ça, c'est vraiment un problème. Il faut vraiment être très très solide dans sa tête, et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure idée, c'est-à-dire que c'est l'idée la moins fragile. Parfois, la meilleure idée sera la plus fragile, la plus maladive, on pourrait dire, et on n'a pas envie de devoir la vendre. C'est comme de devoir dire que son enfant est le plus beau de la Terre, ou il a mieux réussi que les autres. On n'a pas envie de se trouver dans des situations comme ça, et dans les petits budgets, ça permet d'avoir cette fluidité entre l'idée et la fabrication, qui est plus difficile dans les plus gros budgets, où là, il faut vraiment... Bon, par exemple, un réalisateur comme Christopher Nolan, il fait vraiment ce qu'il veut, et il est très solide. Moi, je n'aime pas tout ce qu'il fait, mais il faut bien reconnaître qu'il fait des gros films. Relativement personnels. Bonsoir. Comment on fait pour se vendre justement, enfin pas pour se vendre, mais pour trouver des producteurs quand on est un peu nul pour se vendre? Alors, comment vous avez fait vous avec vos courts-métrages? Est-ce que vous êtes allé... Du coup, c'est moi, parce qu'au début, je me suis dit que vous parliez de moi, j'étais un peu insulté. Ensuite, vous avez ramené le sujet à vous, donc je me suis dit, bon, c'est nul. Et là, vous le remettez sur moi. Mais ce qui n'est pas grave, parce que c'est la vérité, mais on apprend. Alors, mon ami et producteur, Joe Berman, m'a expliqué certaines techniques pour... C'est encore des conseils que je vais donner, mais c'est très formel. On était autour d'une table pour une publicité à Londres, et on avait décroché le truc presque, et j'ai continué à parler. Alors, on était là dans la conviction du client, et en parlant, j'ai été comme ça, et on a raté l'affaire. Et il a dit, quand tu sens que c'est gagné, tu te tais ou tu parles d'autre chose. Tu changes de sujet. Donc ça, c'est un truc à gérer. Bon, il faut savoir un petit peu avoir le sens de quand on a convaincu. Mais si on continue de parler, c'est qu'on montre qu'on n'est pas sûr de son propos, de son argument. Et enfin, je ne sais pas si c'est le mot français. Bon, passons de ce qu'on veut vendre, de ce qu'on veut convaincre. Et finalement, on a l'impression qu'on s'excuse d'avoir convaincu l'autre personne. Et moi, quand j'étais comme dans le livre des solutions, j'écrivais, donc je pensais avoir la vérité à chaque fois, et j'avais écrit, si tu penses que quand tu as convaincu, tais-toi. J'avais mis d'autres phrases aussi, par exemple, si tu penses que tu vas dire une connerie, tais-toi. Donc, voilà, bon, ça c'est un élément. Ça dépend des pays aussi. Aux États-Unis, il faut se vendre un peu plus qu'on pense. De toute manière, on pense qu'on est en dessous de ce qu'on peut faire. Donc, en se survendant un petit peu, on va arriver là. Quand on tourne, on va finalement arriver là où on s'est survendu. Parce qu'on est toujours un peu pessimiste. Mais ça dépend des personnalités. Et aussi, il faut trouver des arguments qui vont convaincre la personne qu'on veut convaincre, en donnant le sentiment qu'on ne cherche pas à les convaincre sur ce truc.
Par exemple, moi je fais ça souvent, je fais des lettres de recommandation. Je vais dire une qualité qui, a priori, n'a rien à voir avec la compétence recherchée, mais qui, au second degré, correspond exactement. Donc ça donne l'impression que je ne l'ai pas dit pour convaincre, que je le dis sans faire exprès, mais la personne va le prendre. Par exemple, on va dire, à ce moment-là, elle a suivi exactement ce que je lui ai demandé sans détourner sa concentration. Je ne sais pas si c'est un mauvais exemple, et lui, il va voir que la personne a une faculté de concentration, et c'est quelque chose qui est très important pour ce qu'il recherche. Donc voilà, il ne faut pas taper trop directement, il faut essayer d'être malin un petit peu. Maintenant, la première chose que les gens diront, c'est qu'il faut avoir de la passion, mais oui, il faut croire en soi et avoir une passion, mais en même temps, la passion, ça peut prendre la tête. C'est pas forcément... évidemment que vous avez envie de faire votre projet, c'est pas forcément convaincant. Mais oui, je pense qu'il faut essayer de ne pas voir trop le truc directement. C'est pas facile en tout cas. Parce qu'on est en train d'expliquer, quand on raconte l'histoire et qu'on tout d'un coup on dit ah mais j'ai oublié de vous dire que ça et ça et ça, là c'est foutu. Ça arrive tout le temps et ça veut dire, d'ailleurs ça veut dire que l'histoire elle tient pas parce que ça veut dire qu'il y a une partie qui a été écrite pour justifier une autre et c'est pas bon. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire court aussi. Les gens ils s'ennuient vite. Et c'est plus on parle longtemps, plus on donne l'impression qu'on manque vraiment d'arguments et qu'on en rajoute. Merci. Dernière question. Bonsoir Michel, j'ai très hâte de revoir le film. J'avais une question par rapport au fait que ça fait 8 ans que vous avez fait un film. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des pubs ou des clips ou des tas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé à écrire? Parce qu'il y a plein de gens qui vous ont proposé des choses intéressantes? Pourquoi? J'étais un complet loser pendant 8 ans. Je suis resté dans mon lit. J'ai fait plein de trucs en fait. Bon, déjà, j'ai pas de chance, mais c'est vrai que c'est ce concept que j'ai quand même pu faire de film pendant 8 ans. C'est presque un outil de promotion, ça c'est mon grand retour. J'ai fait, bon déjà, il y a 2 ans de Covid, que personne ne mentionne à chaque fois, donc il faut m'enlever 2 ans, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai fait une 50aine de films animés pour ma fille. Donc peut-être que pour vous, ça représente rien, pour moi, ça représente beaucoup. J'ai fait des pubs, effectivement. J'ai lu plein de scripts qui étaient la plupart du temps nuls. J'en ai écrit 2. Voilà, dans les solutions. Il y a eu Kidding. Hein? Il y a eu Kidding. Ah ben oui, j'ai fait une série, 2 saisons, avec Jim Carrey. Merci de me le dire. Non, mais j'ai quand même fait des trucs, mais maintenant c'est vrai que... Bon, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est pas non plus extraordinaire d'avoir une période plus ou moins étendue entre 2 films. Hein, sans me comparer, Kubrick, il a des fois eu des trous c'est pas des trous, mais de 10 ans. Hein, donc j'ai encore 2 ans de plus. Mais c'est déjà bien de faire un autre film. On parle toujours des récompenses et du succès, mais je pense que la plupart des réalisateurs seront d'accord. C'est que la vraie récompense, c'est de pouvoir tourner un autre film. C'est quand même super chouette. C'est le moment de vous laisser découvrir, ou du coup redécouvrir, le livre des solutions, du coup une victoire, parce que chaque film est une victoire. Merci.